et un autre truc, mais je te le dirai. Voilà, en direct donc de l'Ubu pour l'Ubu TV qui contre-attaque avec des vieux briscards, puisque on avait commencé l'archipel contre-attaque avec eux, déjà sous Zigomar. Ils étaient déjà mais vieux. comme quoi ils sont attachants, on les a gardés. Et puis eux, ils continuent à faire des trucs. Donc là, le prétexte pour lequel on les invite, tendez-le parce que moi j'ai le bras trop court, c'est pour la suite de la saga d'Heroic Fantasy Xavi El Balen, donc enfin de l'Heroic Fantasy catalane, et on parle même pas de la tentative d'indépendance de l'autre côté de la frontière, qui pourrait être plus de la fantasy que héroïque, mais bon, ça n'a rien à voir, c'est juste pour agacer Gildas. Ça marche. Et faire un clin d'œil à Darnaudet que ça amuse. Donc, je ne comprends même pas le sous-entendu. Alors, non, parce que alors, dans les épisodes précédents, tu as d'un côté Gildas Giraudot qui est pro-indépendance catalane et indépendantiste, encore que peut-être même lui ça l'a usé à force, et Darnaudet qui est français et qui comprend pas que ces Catalans s'énervent. Donc d'où le truc. Mais monsieur, je ne vous permets pas de m'agresser dès le début. Je vais quitter. Même s'il est plutôt borderline, fin bordelais que. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que c'est que Xavi El Balen? Toi, si tu arrives à te relever de ces attaques violentes. Xavi El Balen, c'est une saga d'Heroic Fantasy avec un personnage principal qui est Xavi El Balen, qui est un sorcier qui arrive à faire revenir les gens de derrière la mort, quoi. Hein, voilà. Ouais. Et c'est aussi un chevalier qui a réussi à forger un glaive de justice dans les forges d'Olot. Donc c'est une ambiance pyrénéenne, côté catalan et occitan. Voilà. Et donc on retrouve ce personnage avec un certain nombre de personnages secondaires qui prennent de plus en plus d'importance. Et c'est une saga qui s'est promenée sur 3 tomes maintenant. Ouais, voilà, parce que voilà, puisque au début... il y a même des spin-offs, hein, parce qu'on est définitivement moderne. Donc alors, on commence par... On a commencé par celui-là, voilà. Le glaive de justice. Puis après, il y a eu de Barcelone à Montségur. Donc là, on était du côté du POC de Montségur. Et le 3e tome, le voici. Voilà. Et la préquelle qui se passe à Collioure, écrite par Phil Becker. Voilà. C'est le Lican Blanc. Et il y en a 2 de spin-off. Il y a 2 spin-offs en préparation. Un autre de Phil Becker sur le personnage d'Agna la Rouge, qui est la sœur de Xavi, mais elle est une sœur maléfique. Ouais. Et un peu comme Morgane avec Arthur. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà pour ceux qui ont vu. Oui. Et un autre spin-off en préparation. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Sûrement avec Olympe de Foix, la comtesse qui dirige les forces occitanes, puisqu'en fait, comme tu le disais, c'est autour des Pyrénées. Ouais. C'est aussi une réécriture. C'est à quelle époque? C'est 13e siècle? Ça correspond aux guerres cathares, donc c'est un siècle plus tôt. 13e, ouais. Et puisque là, on a réécrit le POC de Montségur. 13e siècle, avec comme dans Game of Thrones, tu as des dragons, des monstres, etc. Il y a des monstres, ouais. Voilà. Il n'y a pas de dragons, mais justement, on a essayé de recréer des monstres, on va dire, plus originaux, plus ancrés dans les Pyrénées. Mettons, il y a des salamandres géantes. Ouais. On a bien connu. Voilà, on a des tigroraptors, des goélacs aussi, qui sont une adaptation des goélands modifiés par les gardes rouges. Hein. Ouais, voilà. Donc, et puis on a repris les monuments emblématiques. Donc dans le 1, il y avait Collioure en partie. Dans le 2, il y a à la fois la Sagrada Familia et aussi le POC de Montségur. Hein, voilà. Donc on essaie de s'imprégner et de rentrer dans ces ambiances catalano-occitanes. Alors, vous avez du public pour le lire. Alors la question, est-ce que vous l'avez rencontré? Vous m'avez dit que non, mais peut-être un peu. Non, mais pas qu'il n'existe pas. Oui, c'est pas parce que on a rencontré le public. Déjà, moi je suis un peu le public, je les ai lus, donc. Si tu veux, je crois que le paradoxe, c'est qu'en fait,
bien que ce soit de l'heroic fantasy pyrénéenne, le lectorat reste le même, c'est-à-dire c'est un lectorat jeune et qui va surtout dans les conventions de science-fiction, de fantastique, ou qui achète en librairie des livres d'heroic fantasy. Et en fait, ce public-là, tu ne le rencontres que si tu vas dans les conventions SF. Mais moi, je suis surpris, ça n'a pas tellement touché le public local. Parce que je pense que... Mais est-ce que vous avez eu assez de visibilité? Ça, c'est toujours une vieille question dont on parle avec Gildas depuis qu'on se connaît, la visibilité de la création locale, quoi. Je me rappelle même d'une interview Place République avec Dominique Sistac sur le sujet. Que simultanément on est un endroit de création énorme à tout niveau, littéraire, musical, etc. D'ailleurs ce soir il y a Caval, et simultanément la représentation publique est pas assumée, notamment les collectivités territoriales qui parlent pas assez. Alors là il y a Van Hersel qui essaye de me troubler en faisant n'importe quoi, ça ne marche pas. Et qui parvient, si. On peut juste faire un truc alors. Voilà. Bon, et les Qatars, c'est bien. Hein. D'accord. Bon. Moi, je propose une fusion. Non, s'il vous plaît, madame, on est en train de bosser. Ça m'arrive assez peu souvent pour qu'on me dérange. Oh, je peux pas aller à Bref, donc, sur le différentiel entre la production et la non mise en valeur de la littérature. Puisque finalement, est-ce que le CML a parlé de Chavillel-Baleine ? Non, mais c'est un débat qui revient tout le temps en fait. Bah oui, puisqu'on ne règle jamais le problème. Oui, mais c'est partout. Jim Fergus a avoué qu'aux États-Unis, il était quasiment inconnu, et pourtant en France, il est très très connu pour sa littérature et d'autres comme ça. Donc, on est en France dans un système pyramidal, et c'est vrai que c'est difficile à partir de la province d'arriver à être très connu. Oui, mais la province joue pas le jeu non plus. Si tu veux que Paris se foute de notre gueule, pourquoi pas? Mais que la province, étant plus parisianiste que Paris elle-même, se foute de la gueule parce qu'elle trouve sa littérature trop provinciale, c'en est une autre, tu comprends? C'est aussi un faux débat, voilà. Par exemple, cet éditeur est à côté de Los Angeles, en fait. C'est Black Coat Press. Il a une collection en France qui s'appelle Rivière Blanche, et on publie dedans, voilà. Donc, c'est pas tellement le sujet. La création ici est très bouillonnante, c'est vrai. Peut-être que c'est parce que c'est un territoire déstructuré aussi. Hein. Peut-être notre chance, c'est notre malheur, finalement. Ouais. Et donc, prenez un papier, un stylo, vous avez 4 heures. Voilà. Et donc, au bout de l'histoire, est-ce que c'est très important? Je sais pas. Franchement, l'important, c'est de créer. Oui, dans l'absolu, oui. Mais à un moment donné, ça serait bien. Je pense qu'il y a potentiellement un public ici, mais encore faudrait-il qu'il sache que ça existe. Alors, si tu veux, je suis d'accord en partie avec toi et en partie avec Gildas. Je crois que là, avec l'heroic fantasy, tu es quand même dans une littérature de genre qui ne touche que des amateurs de genre. C'est-à-dire que tu peux pas tellement, et puis bon, étant donné que moi je suis parfois régional ici et parfois régional en Gironde, et si tu veux, je vois bien aussi ce qui se passe en Gironde. Tu ne vas pas faire lire de l'heroic fantasy à un public adulte de 50 ans, 60 ans, qui est en fait le public des gens qui achètent et qui lisent, parce que c'est pas un genre qui leur correspond. Tu peux toucher avec le polar, si tu veux, tu peux avoir une visibilité, parce que le polar, effectivement, est un genre qui se vend auprès des adultes qui avouent lire des livres. Là où Gildas a débuté, toi t'en as fait des polars d'ailleurs? Oui, j'en ai fait. Un dernier qui est polar mathématique, très bon d'ailleurs. Oui, merci. Et... Parce qu'il a eu des prix, même si on ne t'achète pas. Et voilà, donc si tu veux, là tu es quand même dans un genre très particulier qui est l'heroic fantasy. Et parce que là tu n'es même pas dans parce qu'on a parlé de la guerre des Cathares, mais c'est une réécriture de la guerre des Cathares. C'est une guerre des Cathares où les Catalans et les Occitans gagnent en fait. Et en plus on a rajouté des extraterrestres, donc on ne peut pas séduire un public qui ne veut que de l'histoire. De toute façon, vu leur niveau historique, ils peuvent bien admettre qu'il y a des extraterrestres et des licans, quoi. Enfin, moi je dis ça. Non, après si tu veux, là où tu as raison, c'est que là tu le vois mieux encore dans le Bordelais, c'est que effectivement
ce sont des gens qui font de la littérature en région, mais ils le font avec des critères typiquement parisiens. Ouais. C'est-à-dire, moi, il y a un truc qui me fait rire, il y a une bibliothèque du bassin d'Arcachon. La bibliothécaire m'a expliqué, alors parce que je passe un mois par an là-bas, dans la maison de mon père, elle m'a expliqué qu'elle ne veut pas d'écrivains régionaux. Donc les gens qui écrivent sur le bassin d'Arcachon, ça ne l'intéresse pas. Elle ne veut faire venir même que des gens... sur les huîtres, tu veux dire. Non, ça ne les intéresse pas. Elle ne fera pas venir. C'est-à-dire ouais. que ce sont les livres qui vendent. Ouais. Si tu veux, les livres sur les huîtres, ce sont ceux qui vont être vendus. Ouais. Mais elle se met un point d'honneur à n'avoir que des écrivains parisiens. Mais le paradoxe, c'est que tu penses bien que tu vas pas avoir le Gotha des écrivains parisiens qui va venir dans une petite bibliothèque du bassin d'Arcachon. Donc le paradoxe, c'est elle préfère avoir en fait de la 2e ou 3e division nationale que choisir. Non, que choisir. Ben, elle pourrait choisir elle-même parmi les régionaux ce qui lui plaît. Non, mais il y a un problème de. Oui, il y a un problème d'essayer de refaire ce qui se fait à Paris, mais en moins bien, et avec cette espèce de condescendance, mais qui vient de la région elle-même. Parce qu'il y a eu il n'y a pas longtemps la Saint-Jordi, ici. Ce qui est en soi très bien, mais c'est comme tout, c'est la manière dont on pratique la Saint-Jordi qui fait que c'est efficace ou pas. Et j'ai pas comparé avec la sodomie, parce que ça n'a rien à voir. La Saint-Jordi... Puisque tu te permets ça, je me permets de manger un petit gâteau. Tout est possible. Tout est possible. Là, bah oui, parce que c'est quand même Ubu TV, sinon ce serait France 3. Ouais. On met des écrivains comme on met du poisson, sauf que l'odeur des livres, au fur et à mesure du soleil, ne change pas. Et les gens passent en vous regardant comme des vaches qui passent un train. Et donc que vous soyez là, que ce soit des livres ou autre chose, ils vont pas s'intéresser parce que ils savent pas qui est Gildas, qui est-ce qu'il fait, ou Darnaudet qu'est-ce qu'il fait, ou Alain Potier qu'est-ce qu'il fait. Il y a des livres. Et donc c'est totalement indistinct, il n'y a pas de présentation, etc. Déjà sur le travail de la Saint-Jordi, il y aurait peut-être un travail qu'on avait fait du temps de notre jeunesse à Cassagne, parce que nous on est des fous, qui avait bien marché. Qui avait bien marché d'ailleurs, il faudrait peut-être le refaire. Voilà. Mais la Saint-Jordi... Qu'est-ce qui fait rire toi, tu t'expliqueras après. La Saint-Jordi, le problème, c'est que c'est vu comme une manifestation folklorique. Ici, en Catalogne du Nord, voilà. on fait pas de l'intérieur des gens qui font la Saint-Jordi et qui l'animent, mais vu de l'extérieur, c'est une manifestation folklorique. Et là, il y a une image à transformer. C'est la fête du livre, la Saint-Jordi, c'est la Saint-Valentin en plus intelligent, puisque les gens achètent, pour tous les gens qu'ils aiment, en Catalogne Sud, des livres. Donc pour le tonton, pour la petite nièce, pour la femme, le grand-père, etc. Donc c'est vraiment une belle fête en Catalogne Sud qu'on n'a pas su remettre en œuvre ici. Parce que les institutions l'ont toujours considéré comme une manifestation obligatoire pour faire plaisir aux Catalans, aux catalanistes, encore pire, alors que c'est une très très belle fête du livre et une très belle manifestation. Qu'est-ce qu'ils prennent pas au sérieux, la fête catalane ou le livre? Ou les deux, comme on dit dans Burger Quiz? J'espère qu'ils prennent au sérieux le livre, sinon il n'y a plus qu'à se jeter dans la basse. Mais non, je pense qu'ils ne prennent pas au sérieux la culture catalane. Parce qu'ici, il y a plein d'éditeurs qui font des beaux livres. On a croisé il n'y a pas longtemps Alain Potier qui a sorti le livre sur Paul Schramm, un démiurge catalan, qui est vraiment la qualité du bouquin. Je ne sais pas si vous l'avez croisé. Et puis les précédents sur du vin, donc c'était bien, et des plantes. Puis notamment Laurentio Sec qui est épuisé, pas Laurentio, le livre sur Laurentio, qui est un très bon livre, j'y suis cité. En général, c'est une marque de qualité. Tu crois? C'est pas ce qu'on disait en venant dans la voiture, non? Oui, parce que vous avez commis l'erreur. Tu y es, alors donc. Voilà, t'as droit à 3 chapitres. Donc c'est un livre excellent. Et tu es même dans le scénario du suivant. Mais là, tu vas pas faire long feu. J'ai vu le synopsis. Tu vas avoir du mal à tenir jusqu'au bout du temps. Donc le problème, là par exemple, toi tu avais réussi à
aller au-delà de Perpignan, tu avais une éditrice parisienne, mais qui jette l'éponge, et donc tu es orphelin d'éditeurs pour des romans qui... C'est pas le niveau de tes romans qui a baissé, c'est que, bon, à un moment donné, le monde de la littérature se transforme. Mais le monde de l'édition est aujourd'hui pris en étau, quoi. Hein, voilà. D'un côté, il y a les éditeurs, les grands groupes industriels de l'édition qui ont pris une place prédominante, une position hégémonique. Et puis de notre côté, il y a les groupes mondialisés façon Amazon, et puis tous les éditeurs intermédiaires aujourd'hui sont en difficulté. Il y a les tout petits qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et d'ailleurs, il y a des vraies perles chez ces éditeurs-là. Hein, voilà. Mais le monde, la classe moyenne de l'édition... Voilà, c'est ce que disait François tout à l'heure. L'analyse de François, ouais. La classe moyenne de l'édition aujourd'hui est en difficulté. Ouais. La classe moyenne en général et dans la foulée, l'édition qui va avec. Et oui, c'est le même phénomène. Hein. Tu as exactement le même truc. Donc il y aura une littérature gilet jaune bientôt. Littérature de rond-point. Il y a eu la littérature de gare, il y aura la littérature de rond-point. Tu l'auras, oui. Mais c'est normal, tu as la technologie participe à tuer la classe moyenne, mais en même temps, elle va permettre à des petits malins de trouver des niches ou des ghettos, et ça leur permettra de diffuser un message underground. Je pense que tu vas avoir un retour en force de l'underground. Alors c'est ce qu'on fait là. Voilà, oui, si tu veux, d'une certaine manière, ouais. Tout à fait. T'as les ghettos aussi, le ghetto, tu vois, le ghetto fantastique. Moi, j'ai perdu aussi mon éditeur, un éditeur allemand en polar. Et en fait, je me suis replié sur mon milieu d'origine, qui était le fantastique et la science-fiction. D'accord. Parce que là, tu as une littérature de niche, de ghetto, c'est-à-dire que tu as un potentiel de 2000 lecteurs, pas plus de 3000. Mais les éditeurs sont à peu près solides, si tu veux, par rapport à ce potentiel-là. C'est des vrais passionnés. Voilà. Alors jusqu'à quand un jour, un jour ça descendra de 1000 à 500, 300, et puis bon, ils finiront par eux aussi trouver des solutions, mais tu as encore ça. Mais je pense que l'éditeur moyen qui cherchait à faire 5000 exemplaires, de toute manière, ils tombent tous. Mais est-ce que, par exemple, les collectivités territoriales s'intéresse au phénomène littéraire pour la série. On a en face de nous Gilles Giraudot qui n'est pas que pêcheur d'oursins, qui gère aussi le livre à la mer de Collioure. C'est d'une mer à l'autre. D'une mer à l'autre. Le festival du livre de Collioure. Il a toujours préféré sa mère à son père. Donc d'une mer à l'autre. D'une mer à l'autre. Voilà, à un moment donné, Collioure a décidé de jouer son rôle en soutien à la littérature. Tout à fait. Et j'ai l'impression qu'il le prend au sérieux. Puisque c'est toi qui gères le truc et que le contenu n'est pas le même que les trucs littéraires. Une des particularités du festival de Collioure, c'est que la municipalité a décidé de faire confiance pour l'organisation d'une manifestation littéraire. Et alors que souvent, le livre sert de faire valoir à une animation touristique. Voilà. Donc c'est pour moi la grosse différence. Donc de ce point de vue-là, Collioure, c'est un festival qui marche bien et qui commence à avoir une certaine notoriété aussi. Donc ça fait 4-5 ans mais c'est un événement littéraire. Alors c'est un vieux festival qui avait été créé en 2005, qui était à l'abandon, qui allait disparaître à l'arrivée de la municipalité actuelle et qu'on a repris avec une carte blanche qui était très sympa de la part du maire et de la municipalité actuelle. Et le maire investit aussi dans un musée. On voit qu'il prend au sérieux la culture, le maire de Collioure, apparemment. Ben oui, il y a les intentions et il y a les actes, c'est toujours pareil. C'est pas une mise en scène de soi au travers de la culture. Non, il y a de vraies intentions culturelles. Moi je suis attaché aux actes maintenant, les intentions, je m'en méfie, évidemment, de plus en plus, mais les actes m'intéressent et de ce point de vue-là, Collioure a bien réagi. Et évidemment, Collioure a toujours été un village de culture, donc ce serait dommage de s'en priver. Alors,
là que je vous ai tous les deux, là, il va y avoir des municipales dans pas longtemps. Attends, on a oublié de citer, on était 4 auteurs. Hein, Ah oui, au fait. Parce qu'on n'a pas dit, il y avait Philippe Ward et Maurice Darnaudet. Voilà. Ouais. Il y avait 2 autres auteurs. Il C'était faut qu'on dise, dommage. oui, de ne C'est pas vrai. les citer, oui. Parce C'est que vrai. là, Ouais. c'est vrai qu'on est, parce on est que très là- égocentré, narcissique, mais de Ouais, temps ouais. en temps, il faut Mais- mentionner le mais j'ai nom pas- j'ai- des autres. J'ai pas Voilà, cette voilà, place vas-y. dans la tablette, là. Ils sortent du cadre. Donc, ouais, pour Alors, revenir. tu l'as coupé, ce qui va arriver à revenir. Ouais, Non. Ce qui est intéressant, c'est là, donc on a des municipales. Si vous deviez vous faire les apôtres, voire les défenseurs de la culture en tant que moteur intellectuel d'une ville, image touristique et moteur économique, qu'est-ce que vous diriez à des candidats qui voudraient s'en passer? Ils sont nombreux. Alors, J'ai les noms. comme il a créé les molards, les motards du polar, Ouais. je dirais, essaye de négocier avec un maire le fait de pouvoir faire un festival dédié à la moto et au polar et à la littérature en général. Voilà, parce qu'on est une quinzaine d'auteurs à faire de la moto et on cherche un endroit pour faire un festival pérenne et annuel sur la moto et le polar et la littérature en général. C'est vrai, et Voilà, voilà, c'est quelque chose qu'on a expérimenté qui marche très Oui. bien. Il y a un véritable engouement pour ce thème-là. Mais moi, si j'avais un message à faire passer, ce serait arrêtez d'inventer les choses, les gars. Parlez avec les libraires, les écrivains, et à partir de là, écoutez-les et soutenez-les, plutôt que de inventer la poudre à chaque alternance. quoi. Réinventer C'est la ça poudre de qui perlimpinpin, comme dirait Ouais, l'autre. c'est ça qui est désespérant quelque part. C'est cette façon. Pour moi, la collectivité, elle doit soutenir les actions plutôt que ou peut-être les susciter si elles sont défaillantes, mais ne pas faire à la place d'eux. Ça, c'est dommage. On se prive de plein de richesses, on se prive de tout un tissu. Voilà, il y a des choses formidables qui se font dans la littérature ici, mais c'est un peu underground souvent, quoi. Oui, parce qu'on a ce dont on parle viennent de l'extérieur, parce que on peut se faire photographier avec vous. Moi, je me ferai photographier avec vous, mais tout le monde s'en foutra parce que vous n'êtes pas passé à la télé, quoi. Enfin, si, mais non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Kamel Daoud, je l'ai pas lu, mais pour moi, en tant que politique, c'est important de me faire photographier avec Non, lui, tu mais vois. prenons les salons du polar, par Ouais. exemple. Un des salons du polar de référence aujourd'hui en France, dont on parle dans les milieux informés, comme on dit, c'est le salon du polar qui avait eu lieu à Port-Vendre au début des années 2000, 2005, je crois. À l'origine, François Darnaudet. Ça avait été un salon créé par des écrivains. Ça avait très bien marché, ça avait marqué à la fois la profession, le milieu et aussi le lectorat, hein, puis ça avait été un vrai succès. Donc c'est ça qui peut marcher pour moi. Et c'est pareil, je pense, pour la musique. Pourquoi et pour ça le s'est reste. cassé la gueule, du coup, François? Ça s'est pas cassé la gueule. Ouais. Non, Ah, ça, Un c'est- jour, non, il a décidé de plus l'organiser. Ah ouais. Oui. Donc c'est autre Genre, chose. après une huître pas fraîche, tu t'es Non, parce que tu énervé, dépendais, c'est plus ou moins ce que vous avez dit, tu dépendais du résultat politique des élections municipales à chaque fois. Ouais. Voilà. Et en même temps, tu n'avais pas vraiment une volonté, une communion, une volonté. Tu avais quelques personnes qui étaient intéressées, mais c'était 3 à 4 personnes, c'est toujours les mêmes. Ouais. Tu peux pas. Puis après, c'est du boulot, c'est énorme. Enfin, il le sait, toi, Oui. avec Collioure. Maintenant Quand tu fais un festival comme ça, tu as 4 mois qui est consacré quasiment. Enfin, en temps compressé, il y a 4 mois sur les 12 qui sont consacrés à ça, quoi. Donc, c'est un autre métier. Mais est-ce que ça a motivé des gens? Est-ce qu'il y avait de l'enthousiasme? Je sais que le salon de Collioure, il y a une ambiance différente parce que il y a des tables rondes. On peut rencontrer les auteurs, mais j'ai vu sur mon bateau des auteurs turcs que j'ai croisés sur Arte peu de temps après, depuis que la Turquie devient une dictature, puisqu'elle est menacée. Ouais. Pareil, enfin voilà, les gens que j'ai croisés au festival, tu les revois après dans des émissions importantes, nationales et au-delà, etc. Tu vois. Oui, mais à Collioure, on n'a jamais été ni sous la dictature de la nouveauté, c'est-à-dire qu'on a invité des gens qui avaient une parole sur le thème qu'on définissait, qu'ils aient publié là tout récemment ou il y a quelques années,
et on n'avait jamais été sous la dictature non plus des milieux intellectuels dominants. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu, on a invité des gens, on a fait de l'art contemporain, c'est-à-dire on a invité des gens qui allaient un jour devenir. C'était le cas avec Victor Delarbol, par exemple, qui aujourd'hui est un grand nom de la littérature. On voit la publicité dans les gares. J'ai été surpris. Le gars qui m'avait présenté, Victor. Très sympa d'ailleurs, avec qui j'ai toujours bon rapport. J'étais à la gare de Perpignan, tu avais des grands affiches, Victor Delarbol, je connais. Ben voilà, Victor Delarbol, aujourd'hui, quand il est venu au Salon du Livre de Collioure, il était assez peu connu, voire pas connu du tout, et aujourd'hui c'est une pointure, prix Nadal, etc. quoi. Et d'autres comme ça qu'on retrouve régulièrement, mais on a fait cette espèce de recherche au plan littéraire, d'avoir des gens qui portaient une parole intéressante à en devenir. Hein, voilà. Et ça peut se faire que si c'est le milieu lui-même, c'est-à-dire les libraires, les écrivains qui le vivent tous les jours, qui peuvent le faire. C'était le cas à Port-Vendre en 2005, où on avait Jean-Bernard Puy, on avait des grands noms de la littérature, les grands noms de la littérature policière qui étaient là et qu'on n'a plus revu depuis jamais. Voilà. Donc, il faut soutenir, discuter avec les milieux concernés. Et là, ça peut le faire. Ici, on a dans la région tous les savoir-faire et toutes les compétences pour ce genre d'animation. Et pour le tourisme, ça peut être bon. J'ai vu je crois que c'était le pilote de Marlowe qui se passait à Collioure avec Depardieu, etc. Je sais pas si on s'en est pas parlé. Est-ce que tu l'as vu passer, ça, toi qui vis à peu près de Collioure? Donc le premier épisode de Marlowe qui se passe à Collioure avec Depardieu, mais bon, ils ont tourné ça l'hiver parce que tu vois ça à la lumière qui est mélancolique mais belle toujours. Donc voilà, donc il faut soutenir donc les arts, et ça peut constituer une économie, même un tourisme qui rapporte plus que le tourisme de sable dessus. On nous rabat les oreilles en disant que le maître mot du tourisme, c'est l'authenticité. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus authentique que la culture et l'agriculture, d'ailleurs. Je me permets aussi de dire que l'agriculture ne doit pas être conçue comme un vecteur de folklore. C'est un caractère d'authenticité indéniable. Donc on ferait mieux, au lieu de faire des grandes campagnes de publicité pour le tourisme autour du soleil, de discuter avec les agriculteurs pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent amener, et ils le feront au plan de l'authenticité. Parce que toi, tu es producteur d'huile d'olive avec ta femme, on le rappelle à nos chers téléspectateurs. Non, il n'y a pas de producteur d'huile d'olive, on produit des olives qui font de l'huile d'olive. D'accord. Si je peux me permettre. Non, vas-y, non mais c'est dans le détail que se niche le diable, Gildas, tu as absolument raison. Et donc oui, voilà, et cette huile d'olive à la couleur du soleil, comme on dirait si on voulait faire un spot publicitaire. Voilà, alors on va faire le repasse de pub. Sortez-moi toutes les couvertures pour la tirer à vous. La couverture, donc. Alors, les premiers. Xavi El Baleine. Tome 1. Tome 2. Ouais. 2. Tome 3. Ouais. Et la préquelle qui se passe à Collioure de Phil Becker, le journaliste de la Semaine du Roussillon. Donc qu'on trouve dans toutes les bonnes boucheries charcuteries, donc les bonnes librairies, donc notamment chez Torcatis, qui vient d'être reprise par les employés. Voilà. Et là, ça, c'est les éditions originales, et il y a les éditions en poche chez Helios Nemos, les deux premiers qui sont en poche. Voilà. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. À une prochaine. À une prochaine. Et en direct toujours.